Claire est transfigurée de son voyage et de sa découverte. Elle est là et absente, alors qu'à l'appartement, tout semble dans l'ordre. Dans la salle de bain, Claire laisse glisser sa combinaison le long de sa peau. Des lambeaux d'oripeau restent accrochés aux vêtements, mais elle apprécie de se libérer de cette carapace trempée. Elle passe ses mains sur le cou, la nuque et le visage, puis les frotte consciencieusement au-dessus du lavabo pour en faire tomber les squames. Les gestes sont lents et scrupuleux. Assise sur le rebord de la baignoire, elle frotte une serviette éponge le long de ses cuisses, de ses mollets, jusqu'à l'extrême pointe des doigts de pied. Elle détaille ses mains et constate que cette expérience en a creusé des failles jusqu'alors superficielles. Juste à côté, la porte d'entrée s'ouvre sur le retour de Luciana, accompagnée de Célène. Les deux femmes s'annoncent auprès des ados qui, centrés sur l'écran de leur tablette, ne leur retournent rien. « SDA, ça veut dire quoi ?» interroge Chiara. « Je sais pas », répond Noah. « Essaie avec un groupe de mots pour voir. »« Attends, je vais les enregistrer au fur et à mesure. »« Vous ne nous avez pas attendu trop longtemps ?» demande Luciana. « Non, non », lui répond sa fille. Claire pose sa serviette et son attention sur la conversation lointaine du séjour, un peu hagarde et franchement lessivée. « Vous êtes encore connectés ?» Les deux ados ne répondent pas. « Ah, on dit encore une demi-heure, on ferme, » poursuit Luciana. « Tu t'es gaufré, » indique Noah. « Gaufré ?»« Hey !» insiste Luciana, en agitant la main entre leurs yeux et l'écran. « Ah oui, oui, » font les deux. Célène n'a pas décoléré à l'encontre de Claire. Elle déverse son acrimonie à propos de son inconscience et de son manque de lucidité. Elle se retourne enfin vers les jeunes à qui elle voudrait demander un service, voir s'ils parviennent à obtenir certaines informations du fédéral depuis leur connexion. Noah, comme Chiara, se contente d'affirmer d'un mouvement de tête. Elle insiste pour qu'ils cherchent, même si elle est consciente de sa demande plus que frustrante, qui les obligerait à mettre un terme à leur enquête ludique. Chiara l'a pris de préciser quel type d'infos elle souhaite à propos du fédéral. Les infos du nord de la coalition Nord, précise la marraine. Enfin, l'endroit où Claire est allée se fourvoyer. Dans ce cas, reprend Noah, ce sont les infos de la coalition, pas celles du fédéral qu'il faut demander. Célène convient pour une fois de son erreur comme de son ignorance et s'en remet complètement aux jeunes. Ce qui ne l'empêche pas de revenir à la charge. Et alors ? Alors, il vient à Noah l'idée d'intégrer dans son jeu des informations relatives à la coalition. Mais je veux pas jouer, je suis sérieuse. Attends, relance Chiara. On va essayer avec le code de notre position. C'est quoi déjà ? 50, 51, 4, 20. Chiara compose à l'écran. 50, 51, 4, 20. Noah lui rappelle de ne pas espacer les entrées. Il efface d'un doigt la suite que Chiara vient de formuler et corrige aussi vite. 5, 0, 5, 1, 4, 2, 0. Claire, qui n'a pas bougé d'un nanomètre dans la salle de bain, écoute puis prononce tout bas. 69, 58. Et la voix cristalline de Chiara prend le relais en léger décalage. 10, 9, 10. Les deux ados poursuivent leur jeu par un terme évocateur. ADN, qu'ils recomposent à la suite par DNA. Claire est toujours présente de loin et elle avance sa pièce à mi-voix. S-D-A. Célène n'obtient pas gain de cause, mais curieuse de leur jeu, elle leur demande de quoi il s'agit. Une sorte de puzzle. Noah montre la parenté présumée avec un puzzle, mais ne peut rien démontrer de plus. Les deux jeunes ont commencé par balancer des termes aléatoirement entre guillemets et chaque entrée leur est revenue par une autre entrée. Ils avancent un peu à l'aveugle, même s'ils n'en lâchent pas moins l'affaire. Célène se sent le devoir de les prémunir des escrocs et autres hameçonneurs présents sur les réseaux, mais Noah la rassure sur la probabilité plus certaine d'avoir affaire à un hacker plutôt qu'à un hameçonneur. Juste une question de forme. Les escrocs te truandent avec des lettres, les hackers se répondent avec des codes. Luciana, curieuse elle aussi, ne tarde pas à se joindre à l'exploration. Effectivement, tout cela a l'air abscon. Noah continue par son code sanitaire qui lui revient en boomerang. En fait, non, confusion, c'est le code de son père à un chiffre près. Jusque-là, rien de bien surprenant. Ils essaient ensuite le code de Chiara. Un autre revient à un chiffre près. C'est le mien, confirme Luciana, mais rien d'étonnant non plus, puisque les filiations sont liées dans la base de données de la sécurité sanitaire. La jeune fille
Entre d'autres chiffres au hasard, Noah lui rappelle de ne pas s'espacer, et Célène, qui ne considère pas vraiment ce puzzle comme un jeu, les invite à interrompre immédiatement la connexion, convaincue qu'entrer en contact avec des hackers n'a rien d'anodin, surtout lorsqu'aucune information, d'où qu'elle vienne, n'échappe à la surveillance. Il y a hackers et hackers, lui précise débonnaire Noah. Peut-être, mais entre les deux, il y a suffisamment d'incertitudes pour pas aller plus loin. Et s'il nous propose de poser des bombes, on coupe la communication, qu'est-ce qu'on risque ? Tamarène a raison, le risque est que vous soyez repéré, suivi par le système de surveillance. Suivi ? S'exclame Chiara. On sort même plus de l'immeuble. Ne jouez pas à ce jeu. De toute façon, on n'est pas connecté par nos réseaux personnels, argumente Noah. Ah oui ? Vous avez utilisé quel réseau alors ? Celui de l'Institut ? C'est pas possible, mais vous êtes dingue, comment avez-vous fait ? Rien de spécial, c'est le premier code qui m'est revenu quand j'ai commencé à entrer le mien, continue le garçon. Oui, mais qui te dit que c'est celui de l'Institut ? J'avais vu mon père le composer avant qu'il parte et quand je l'ai recomposé, la fin s'est affichée automatiquement. Les deux femmes restent muettes, interloquées par l'irrévocabilité éventuelle de toutes les conséquences. Pirater le serveur de l'Institut. Les deux ados cherchent une porte de sortie, commencent par clamer qu'il ne s'agit pas de piratage puisqu'ils n'utilisent pas les données mais juste le réseau. Et c'est reparti, ça s'échauffe. Sous l'eau, en apnée quelques minutes, Claire se concentre sur les sons distendus, des suites, joués au violoncelle. Ils s'accordent lointain à la dépression d'une déglutition et au rythme des battements cardiaques. Elle plie l'index et frappe la paroi de la baignoire. Le son est presque aussi court, vif et percutant que s'il n'y avait pas d'eau. Une brève contraction musculaire pour s'extraire de la masse aqueuse. Ce mouvement semble anodin, mais il dégage une puissance musicale qu'elle apparente à un contrepoint. Les suites de Bach s'imposent, dans une variation tellement distendue qu'elles n'ont plus rien de son auteur ni de l'instrument pour lequel elles étaient écrites. Claire s'extirpe intégralement de l'eau et suit, debout, le chemin qu'elle dessine sur la peau. Il déverse paradoxalement sur des diagonales extérieures. De ses lèvres, elle lèche les gouttes tombées de ses cheveux. Elles ont un goût légèrement métallique, le goût du sang. Elle pince une mèche pour en extraire plus d'eau et confirme l'âpreté. Elle déplie une serviette éponge dans laquelle elle s'enveloppe, s'assoit sur le rebord. Méthodiquement, elle commence par appuyer sur les cuisses et descend vers les genoux, les mollets, les chevilles, jusqu'au dernier mouvement d'une extraction du bout des doigts de pied. Les squames restent encore accrochés à la serviette. 2-3 lambeaux de peau contrastent sur le revêtement noir du sol. Elle se plie pour les coller sur ses doigts et les analyser. Elle ne les voit plus. Bon, se promet de s'occuper bientôt de cette vision en bloc opératoire. Elle roule ses doigts entre eux jusqu'à ce que les lambeaux apparaissent de nouveau. Ils collent. Ils collent vraiment fort. Elle parvient à s'en détacher un, qu'elle applique sur le ray de lumière du miroir. Le motif qu'il donne à voir n'est autre que celui d'une empreinte digitale. Elle pose son index à côté pour n'en avoir le cœur net. Rien à l'œil nu qui indiquerait autre chose qu'un double de sa peau, comme une peau morte qu'elle décide de laisser en place. Le 6e et dernier mouvement s'achève sur une variation originale. Elle éteint le matériel audio, ferme la serviette autour de son corps et entame le brossage des cheveux. Leur qualité a changé, on dirait, ils sont plus élastiques. C'est étrange, mais l'étirer n'a aucune répercussion sur le cuir chevelu, à moins qu'elle ait perdu le contact, l'influx nerveux au niveau de la tête. Non, elle sent bien son crâne de ses doigts, alors elle étire les cheveux face au miroir et confirme qu'elle n'a que très peu de résistance au bout des mains. Ça doit se jouer à peu, mais oui, leur élasticité est humainement mesurable. Claire est lessivée, rincée. Elle relègue le champ de l'expérimentation à plus tard, à demain sûrement. Pour l'instant, elle repose des ustensiles pour aller reposer son corps et sa tête. La squame, il faudrait la détacher du miroir. Mais sa surprise est réelle cette fois-ci. En l'espace de quelques minutes, elle a perdu plus de 50% de sa surface. Il suffit qu'elle la touche pour que celle-ci se décolle et tombe, desséchée. Elle n'est rien d'autre qu'un morceau de peau vivant puis mort. Enfin tout de même, perdre la moitié de sa surface, c'est énorme. Ce n'est plus du dessèchement à ce niveau, c'est de la dessiccation. Traversée du séjour, pieds nus, sans un bruit, en glissant et posant la pulpe du métatarse puis le talon.
Elle traverse vers sa chambre, encadrée par Holbein, Escher et les plantes envahissantes. Les deux femmes sont toujours en pourparlers sur la question du piratage du serveur. Le ton reste courtois, elles ne sont pas acerbes, mais elles ne tombent définitivement pas d'accord sur l'usage domestique des réseaux. Ils ne l'ont pas vue et la laissent repartir comme elle est arrivée, fantomatique. Dans sa chambre, elle se retourne une dernière fois, discrète et distante, puis referme la cloison d'un contact prolongé de la main. Rien n'a bougé à son passage. Elle s'en félicite, elle qui depuis son retour a besoin de tout, sauf de parler, encore moins d'expliquer. Rien n'a changé pour Luciana qui a relayé Claire à l'intendance depuis son départ. Elle referme toutes les portes des placards, bas et hauts, rejoint les enfants sur le sofa où elle se fera une petite place entre les deux. Chacune de ses mains enchâsse un de leurs genoux. Elle retire aussi vite celui qu'elle vient de poser sur le genou de Noah. Elle est rêveuse. Ils sont ailleurs, chacun dans son monde. L'atmosphère est paisible, mais dire qu'elle est légère serait mentir. Les jeunes ne disent rien. Luciana préserve une paix de surface, exempte de questions fâcheuses. Chiara déplie les jambes, s'extirpe des épais coussins mous du sofa, en bâillant. Elle salue Noah qu'elle ne reverra plus avant demain matin et se glisse à son tour vers la salle de bain. « Tu vas bien ?» Bien sûr qu'il va bien. Noah rassure Luciana sur une question qu'au fond, elle se pose à elle-même. Elle dissimule mal son inquiétude et l'absence de Claire semble avoir définitivement redistribué certains rôles. Il ne bouge pas. Elle tente une autre question mais retient son souffle dès la première parole. Non, rien. Elle ne lui demandera pas ce que devient sa dystrophie, enfin, l'espèce de déformation mouvante sur le biceps, car tout cela les ramène toujours à Claire, à trop d'absents et à trop d'incertitudes. Mais elle sait que c'est aussi le début d'un autre chantier, et certainement pas des moindres, chantier dans lequel elle se sent de plus en plus seule et recluse, qui la tourmente, elle ne peut pas le nier. Demain. Oui, demain est un autre jour. Allez Noah, c'est ton tour. Luciana se lève et d'un élan vif, puis lui tend la main pour l'aider à en faire autant. En légère flexion sur l'arrière, elle lui donne l'impulsion qui le relève, et dans la continuité, elle maintient l'énergie qui l'invite à poursuivre son chemin. La mécanique est en route. Elle le suit vers la salle de bain mais s'arrête en chemin. Un truc lui colle au pied, on dirait un pansement au collagène. Elle se le décolle du talon, secoue la main au-dessus de l'évier de cuisine, rien à faire. Il se roule sur lui-même et colle toujours. Seul le jet d'eau du robinet la libère de cet importun. Noah a déjà regagné sa chambre, sans bruit. Il hésite à s'installer de suite dans son lit. Ce soir particulièrement, il aimerait dormir avec sa mère. Mais il sait qu'elle n'aime pas cette idée. Dans le doute, il se glisse sous la couette et attend, les deux avant-bras noués entre eux. Claire est couchée, mais regarde le plafond depuis tout à l'heure. Le cerveau est toujours connecté. Elle ne cherche pas à le débrancher ce soir, elle laisse venir. Et ça vient, normal au vu de la traversée épique qu'elle vient de s'offrir. Tout lui repasse en mémoire, même la liste des courses qu'elle clôt en se redressant sur son lit, dos sur l'oreiller. Elle se dresse suffisamment pour caler la photo d'Aurier dans sa ligne de mire. L'image n'est pas tout à fait nette, non pas à cause des gouttes de pluie ruisselantes sur la baie vitrée, mais à cause de sa myopie et de la paroi dans laquelle la photo s'affiche en lumière. Claire est simplement contente de voir ses traits. Cette image l'irradie chaque fois qu'elle les réactive. Tout lui revient en masse, les sons, les parfums, l'intensité et les souvenirs qu'elle rattache à sa suite. Elle aimerait l'appeler, lui parler entre autres de Noah, insister sur sa souffrance même s'il ne laisse rien paraître. Elle sait qu'il souffre de cette situation de manque comme de score qui lui échappe et qui atteste d'une différence dont il se passerait bien. Par chance, si on peut appeler ça une chance, il pense comme tout le monde que son père est mort. Au mieux, s'il revenait un jour, faudrait-il camoufler sa disparition sous une séquestration, parce que s'il venait à apprendre qu'ils les avaient tous deux abandonnés, les dommages collatéraux seraient lourds, surtout à son âge.